Bonjour et bienvenue à l'épisode 200 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable et durable de vos organisations. L'agilité fait maintenant partie du vocabulaire des managers et des dirigeants sur tous les continents. Rares sont ceux et celles qui n'en ont pas entendu parler ni tenté de l'utiliser ou de se l'approprier pour améliorer la performance de leur entreprise et de leur projet. Pour cette série de podcasts sur nos apprentissages issus de la production de 200 épisodes, nous voulons partager avec vous nos apprentissages réalisés en les préparant. Car derrière 30 minutes de podcast, il y a souvent de 1 heure à 3 heures, voire plus de préparation, ce qui forcément nous permet d'ajouter de nouvelles connaissances à notre banque de connaissances et en même temps de remettre en perspective d'anciens modèles et d'anciens outils que nous utilisons ou avons découverts dans le passé. Sans oublier non plus une meilleure connaissance de nos propres biais. Personnellement, je ne peux qu'affirmer que c'est la meilleure R&D que j'ai jamais fait. Bonne écoute! Nous avons séparé en 10 points les grands éléments que nous avons appris en matière d'agilité. Le premier point que je veux partager avec vous, c'est de voir que sous différents vernis, différents livres parlent finalement fondamentalement sur le fond de la même chose. Le premier exemple, c'est la similitude entre le livre de Worley, Williams et Lawler qui s'appelle The Agility Factor et The End of Competitive Advantage de Rita McGrath. Les premiers trouvent que les entreprises performantes ont la capacité d'ajuster, voire de modifier leurs ressources et leurs processus de manière répétée. Ces entreprises performantes ou qui surperforment leur secteur disposent de stratégies, de structures, de ressources, de processus et de routines qui leur permettent à la fois de percevoir les menaces et les opportunités de l'environnement et de s'y adapter et d'exécuter intentionnellement des initiatives stratégiques appropriées. Mais leurs transformations sont souvent des événements ponctuels et à haut risque. Pour ces auteurs, l'agilité reste une capacité dynamique qui permet aux entreprises performantes de mieux percevoir leur environnement et d'y réagir effectivement en réaffectant rapidement leurs ressources, en créant de nouvelles capacités et en se débarrassant des actifs et des activités qui ne créent plus ou moins de valeur. Ce qui, justement, est exactement, sous d'autres mots, ou sous un vernis différent, ou sous une approche différente, c'est exactement ce que Rita McGrath nous propose dans son livre The End of Competitive Advantage. Le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est que le Scaled Agile Framework for Enterprise propose une méthodologie pour implanter l'agilité dans l'entreprise à l'échelle, mais que cet outil reste étrangement linéaire dans son approche. En ce sens, nous trouvons qu'il ne respecte pas toujours très bien les principes mêmes de l'agilité. Troisième point, que l'agilité est beaucoup plus qu'une approche incrémentale et itérative centrée sur le client ou l'usager. C'est aussi une culture, ce qui nous amène à travailler des changements culturels pour ajouter l'agilité de manière explicite à la culture d'une organisation ou d'une entreprise. On se rappelle que les changements culturels sont les plus difficiles et les plus longs à effectuer. Donc, on pourrait commencer par quoi? Par test and learn, créer des espaces-temps pour des expérimentations. Ne pas punir l'échec, mais seulement la répétition des échecs. Remettre l'apprentissage au cœur des échanges. Et enfin, identifier des exemples de réussite et les diffuser rapidement au plus grand nombre. Encore une fois, tout dépend d'où l'on part. Il faut être réaliste et savoir avancer de manière itérative et incrémentale. Quatrième point que je veux partager, ou quatrième et cinquième point, parce que les deux concernent la même personne, ou le podcast que j'ai fait avec Claude Aymon, un grand agiliste québécois qui nous dit ceci. Dans un premier temps, il nous dit « Il y a de petits changements et de grands changements. Les grands changements, on les appelle les transformations. » Deuxième point, les transformations ont la caractéristique d'être
continu ou ont pour caractéristique d'être continu. Et aussi que les transformations se font par accumulation de plus petits changements, de plus petits projets. Donc, je me suis empressé de prendre ce que Claude nous dit dans ses propres mots pour adapter ce langage-là et transformer ou changer la perspective qu'on peut avoir sur le modèle du changement que j'utilise souvent en entreprise et qui vient d'Isabelle Vendangeon-Desrumez, afin de mieux permettre de comprendre la différence entre le changement ponctuel et le changement continu, et surtout entre le changement imposé, qui nous vient de l'environnement externe ou de l'environnement interne, et le changement négocié, donc plus participatif. Claude Aymon encore, quand on lui demande de comparer les approches prédictives et les approches itératives et incrémentales de management de projet, il nous répond ceci. Agile, prédictif, c'est finalement une question du nombre de boucles envisagées et il faut surtout respecter les séquences puisque ces séquences vont différer selon les secteurs d'activité. Il nous dit aussi que, règle générale, plus l'incertitude est grande, plus les boucles doivent être courtes. Et la durée de la boucle équivaut à la durée de la certitude. Et finalement, le troisième point, cette durée peut aussi varier en fonction du niveau de complexité du projet ou du changement qui est envisagé. Sixième point, Olivier Fichet qui nous parle du Lean. On sait maintenant que le Lean, l'agilité, ça a les mêmes racines, nos bons vieux amis Deming et Shewhart du début du 20e siècle, en ayant la justesse d'appeler cela la gestion sobre des opérations, et qui nous dit ceci lorsqu'on le questionne sur les difficultés d'adopter le Lean dans les opérations. Il nous répond en trois phases. La première, c'est en trois phrases. La première, on doit constater que c'est difficile de faire comprendre la singularité de l'approche Lean en peu de temps. B, l'approche peut paraître ésotérique, voire sectaire, et c'est peut-être à cause du vocabulaire utilisé qui vient souvent de la langue japonaise. On a parlé de Gemba Walk, on parle de Kaizen, on parle de... c'est souvent des mots japonais. Et troisième point, les écoles d'ingénieurs enseignent bel et bien le juste à temps, mais pas toujours bien le Lean, car elles ont tendance à privilégier encore les aspects techniques plutôt que les aspects humains quand on regarde ces questions-là. Septième point, Thierry Pic qui nous dit ceci. Thierry Pic nous dit qu'une équipe de travail performante, c'est comme de la haute cuisine. Il y a les ingrédients, il y a les recettes et il y a le tour de main du chef. Et comme ingrédients, il en identifie 5. Les 5 C qu'il les appelle. Premier C, le commun, le projet par exemple. Deuxième C, les compétences des individus pour réaliser ce qui est attendu. Troisième C, la coordination, se donner des règles, des outils et des processus pour travailler ensemble. Quatrième C, un clan, une appartenance, un esprit d'identité commun à tous. C'est pour ça que j'insiste pour que tout projet ait son petit nom, son nom. Et le dernier ou le cinquième C, la coopération, créer des liens entre les membres. Il dit aussi ceci dans le même podcast un peu plus loin. Il dit que quand je le questionne sur les équipes auto-organisées, il nous dit que les équipes auto-organisées sont un modèle parmi tant d'autres. Et il faut se méfier de cette quête du modèle idéal. Et ça, quel plaisir que j'ai eu de l'entendre et maintenant de pouvoir prouver et de renvoyer clients et étudiants à cette citation pour prouver que le succès dépend de votre capacité à choisir les bonnes approches, les bons outils au bon moment et selon les circonstances ou en comprenant bien les circonstances. Huitième point, Evan Hickok, dans un podcast en anglais qui nous dit qu'un des éléments importants, sinon le plus important dans les équipes de projet, reste la sécurité psychologique. Thème que Claude Aymon reprendra dans un autre podcast un peu plus tard en disant que l'important est de créer un environnement sociologique qui permette aux participants d'aller dans la même direction. Alors, quand il y en a deux qui le disent et que ce n'est pas moi qui leur pose une question directe, c'est que ça commence à être important et je trouve ça particulièrement intéressant qu'on commence à s'intéresser à ces questions-là en termes de performance d'équipe, de structure d'équipe et de management d'équipe. Moi qui, pendant tout mon temps en industrie, m'y suis plus ou moins vraiment attardé, toujours trop occupé par le quotidien et l'opérationnel et les aspects dits hard, bien, j'ai réalisé avec le temps toute l'importance de ces paroles quand je les ai entendues.
9e point, Olivier Zara qui nous parle d'excellence décisionnelle en disant que nous ne sommes jamais un seul décideur, mais bien 4 types de décideurs en un. Les 4 types sont les suivants. Le décideur expert sur les enjeux techniques, le décideur manager d'équipe, de projet, de processus ou du quotidien, le décideur qui utilise l'exercice de l'autorité et du contrôle. On est un décideur manager sur la mise en œuvre des enjeux collectifs, le décideur du compliqué où on a besoin de l'adhésion du collectif pour réussir à mettre quelque chose en œuvre. Et 4e élément que nous sommes tous, le décideur manager sur les enjeux collectifs. Décideur du complexe où on a besoin de l'apport de l'ensemble des acteurs de l'organisation, du processus, où tout le monde a une partie de la réponse, mais aucun n'a toute la réponse. Et le dernier point, c'est que je veux partager avec vous, ces apprentissages sur l'agilité au cours des 200 derniers épisodes, c'est que les différentes variantes du management visuel sont extraordinairement variées et l'importance qu'on apporte de plus en plus à cet aspect, notamment dans le podcast avec Evan Hickok. En conclusion, ce que je veux partager avec vous, c'est qu'une chose est certaine, nous allons poursuivre notre exploration du monde de l'agilité et de toutes ces approches itératives et incrémentales centrées sur le client, l'usager ou celui qui fait le travail réel. Nous continuerons bien entendu aussi notre exploration des autres approches managériales qui peuvent ou qui pourront nous permettre de réussir dans le monde de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique qui est en train de naître. Et finalement, nous allons continuer de solliciter experts, dirigeants, auteurs et chercheurs pour qu'ils et elles partagent avec moi et avec Eric et avec vous leurs connaissances et leurs expériences. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez bien entendu consulter les notes au www.intelliaconsulting.com/épisode 200. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre lettre hebdomadaire sur le site www.intelliaconsulting.com pour rester au courant tous les mardis de nos réflexions, de nos perspectives pour vous permettre de développer votre action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt!